Alors, dans cette vidéo, on va parler de Montessori et d'innovation. Bonjour, bienvenue sur le blog lessuperentrepreneurs.com. Je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger le guide gratuit Entreprendre pas à pas avec efficacité. Donc, c'est un guide où je partage avec vous la solution aux 3 problèmes que rencontrent les entrepreneurs quand ils démarrent, soit des entrepreneurs en start-up ou des entrepreneurs dans des organisations existantes, donc qui veulent lancer un nouveau produit, une nouvelle solution dans une organisation existante. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir interviewer Mathieu Monet, qui est donc responsable innovation au Transport Lausannois, youtubeur et auteur de plusieurs livres. Mathieu, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Salut. Salut Amidoul, avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, avec plaisir. Donc Mathieu Menet, je vais avoir bientôt 35 ans à la fin de l'année. Marié, 2 enfants, le deuxième qui est arrivé il y a quelques semaines, c'est pour ça si j'ai une sale tête, c'est normal, pas de souci. Et puis, donc moi là-bas, j'avais un rêve de gosse, qui était d'être pilote de chasse. J'ai eu l'occasion de pouvoir réaliser ce rêve à l'âge de 23 ans. J'en ai vécu pendant à peu près 4 ans. Et puis après, je voulais avoir une vie de famille, donc les deux, c'était pas très compatible. Donc c'est comme ça que je suis arrivé finalement en Suisse, parce qu'à la base, je suis français. Je suis arrivé en Suisse fin 2011. Et à cette époque-là, donc c'est comme ça où j'ai commencé à me reconvertir entre guillemets dans l'innovation. Et maintenant, ça fait à peu près bientôt 9 ans que je me spécialise dans la mise en place de structures d'innovation pour les entreprises. Et actuellement, en fait, mon temps il est partagé entre mes activités de responsable innovation à La Ruche, qui est la plateforme d'innovation des transports publics de la région lausannoise, et mes activités d'indépendant à côté. Super, merci. Alors, moi, quand je t'ai contacté la première fois, j'avais trouvé ça super intéressant parce que je m'intéressais depuis quelques années, je n'avais pas encore d'enfant, mais je m'intéressais à l'éducation, à la pédagogie Montessori. Et je suis tombé sur ton blog à l'époque et tu parlais de comment tu avais transformé ou adapté l'éducation, la pédagogie Montessori dans l'entreprise pour laquelle tu travaillais il y a quelques années. Est-ce que tu pourrais expliquer ce travail ou l'objet de ce travail? Ouais, avec plaisir. Donc là, on remonte parce que là, on est quoi, en 2020, donc là, on remonte en 2014. Donc c'était un gros saut dans le passé, il y a à peu près 6 ans déjà. C'est fou comment ça passe vite. En fait, là, c'était assez intéressant. Donc c'était à l'époque, je faisais une formation donc à l'EPFL, donc un Executive MBA en gestion des technologies et de l'innovation. Et puis on devait faire donc un projet de master à la fin. Comment m'est venue cette idée-là? En fait, c'est que ma femme à la base est donc éducatrice Montessori. Donc on a toujours échangé un petit peu comme ça sur l'éducation Montessori, mais j'avais jamais fait les liens en fait entre le monde de l'innovation plutôt business et l'éducation Montessori. Et un jour, on discutait avec ma femme le soir et elle me dit une citation de Maria Montessori qui disait il faut pas éduquer les enfants sur ce qu'on, en gros, avec les connaissances qu'on a, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait leur futur, mais il faut plutôt les apprendre à s'adapter, en fait, vu qu'on ne saura pas de quoi sera fait leur futur. Et pour moi, en fait, quand on a sorti cette phrase-là, ça a beaucoup résonné chez moi avec le monde de l'innovation. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'on fait en fait dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Par contre, de quoi on est sûr, c'est qu'il va falloir s'adapter et comment on peut développer une meilleure capacité d'adaptation à n'importe quelle perturbation, à n'importe quelle situation qu'on met en place. Et c'est là que j'ai commencé à faire les liens. Donc j'ai commencé à creuser, à lire pas mal les livres de Maria Montessori. Et finalement, quand on creuse un petit peu ces sujets-là et aussi les sujets de l'innovation, ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes les plus connues, on va dire, dans l'innovation, tu prends Jeff Bezos, les fondateurs de Google, tu as plein de personnes comme ça dans le monde, ils appellent ça même aux États-Unis, c'était vraiment un phénomène qu'ils appelaient ça la mafia Montessori, en fait. Et toutes ces personnes-là, le point commun qu'elles ont dans leur enfance, c'est qu'elles sont passées par une école Montessori. Et donc, je me suis dit à l'époque, tiens, mais est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux? Et finalement, je suis parti à faire 2 semaines d'observation dans les classes Montessori, dans les écoles Montessori en Suisse, pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que ces enfants qui passent par là peuvent devenir potentiellement des bons innovateurs, en fait. Et c'est là où tout a commencé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'éducation, la pédagogie Montessori, est-ce que tu pourrais expliquer ça d'une manière synthétique? Alors, la pédagogie Montessori, en gros, c'est un mouvement dans les
de mémoire, hein, parce que ça fait un petit moment que je me suis pas mis dans le dossier, je crois que c'est dans les années 40 ou 50, à la base, qui est en fait ce qu'on appelle ces mouvements de l'école active. Donc c'est dire, au lieu de dire, il y a un professeur qui a la connaissance et puis tous les élèves sont en face et font la même chose en même temps, finalement on va avoir une classe qui ressemble plus à un open space, on va dire, si on fait le parallèle avec le monde de l'entreprise, où les enfants arrivent, il n'y a pas de programme défini, et c'est les enfants qui vont décider eux-mêmes de qu'est-ce qu'ils vont faire dans la journée avec l'appui du professeur, mais qui ne s'appelle pas un professeur dans l'école Montessori, mais qui s'appelle comment on appelle ça? J'ai un trou. Un éducateur, oui, un éducateur Montessori. C'est pas différent en fait pour enseignant. Donc en fait, ils appellent ça un éducateur Montessori. Et en fait, les enfants arrivent et tu arrives dans une classe qui ressemble à un open space où il y a plein d'étagères avec tout le matériel à disposition. Des matériels pour faire les mathématiques, pour faire du français, pour faire de la vie pratique, apprendre à nouer de ses lacets, etc. Donc tout ça, ce matériel évolue en fonction des tranches d'âge. Et première chose, moi, qui m'avait surpris, en fait, c'est que voilà, il n'y a pas de cours, il n'y a pas un programme prédéfini. Les éducateurs savent que les élèves doivent savoir faire ça à la fin de l'année. Et finalement, c'est l'enfant lui-même qui va s'adapter, qui va découvrir et qui va apprendre à son propre rythme. Donc ça, c'est un premier point qui est assez différent par rapport aux habitudes. Et le deuxième point aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est des classes multisages. Donc, ils font 3 années en même temps. Donc, tu vas avoir de 0 à 3 ans, 3 à 6, 6 à 9, 9 à 12, etc. Et en fait, les plus grands apprennent aux plus petits. Et puis, tu as ce côté un petit peu émulation où les plus petits vont aller chercher le grand qui a la connaissance pour lui montrer le matériel, comment apprendre, comment l'utiliser. Et en fait, tu as vraiment les enfants qui sont en indépendance autour de leur éducation. Et ça, par rapport à l'approche un petit peu classique, où je pense par laquelle tu es passé aussi à l'école, c'est complètement aux antipodes, quoi. Un lien aussi que je fais avec un de tes projets, donc Minimum Viable Innovation Lab. Ce qui est intéressant, je fais le lien avec Maria Montessori, que finalement, elle aussi, elle a commencé par un petit groupe d'étudiants. Une fois, c'était des étudiants, des enfants défavorisés. Et elle a commencé, elle était très célèbre. Hein, donc je crois que c'est la première femme médecin ou quelque chose comme ça. Oui, exact. Et puis, elle a commencé à s'intéresser aux enfants défavorisés. Et puis, il y a tout le monde qui se dit, voilà, qu'est-ce que Maria Montessori fait avec ces enfants-là, etc. Et puis, de petit à petit, justement, en voyant, en développant des compétences avec les méthodes qui aujourd'hui sont enseignées dans la pédagogie Montessori, elle a su développer en fait ces enfants-là. Et puis, ça a une effervescence internationale. Donc ça, c'est un lien que je fais aussi avec tout ce qui est Minimum Viable, donc le Minimum Viable Product, le Minimum Viable Innovation Lab, avec ce que tu fais. Et je trouve que ça fait un lien supplémentaire avec l'éducation Montessori, la pédagogie Montessori. Du coup, qu'est-ce que tu as découvert au bout de ces 2 semaines d'investigation, d'enquête au sein de… du coup, tu étais dans l'entreprise. Ta femme travaillait ou tu es dans une autre établissement en fait? Oui, ma femme travaille dans un autre établissement et puis moi, en fait, j'ai visité plusieurs écoles en Suisse, en fait, écoles Montessori. Okay. Et ce qui est intéressant… en Suisse. Tu es déplacé en Suisse romande alors? Ouais, pendant 2 semaines, j'ai fait plusieurs écoles, plusieurs classes différentes pour observer, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté observation qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'innovation. En fait, il fait partie de la culture de l'éducation Montessori. Parce que dans chaque classe Montessori, il y a toujours une chaise vide dans un coin de la salle, en fait, qui est à disposition pour des gens qui veulent venir observer. Et donc, les enfants sont habitués à avoir des étrangers qui rentrent dans la classe, qui prestent 2 heures, 3 heures, une journée pour observer ce qui se passe. Et ça fait vraiment partie de la culture, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant. Pour revenir à ta question, moi, ce que je me suis rendu compte très rapidement, en fait, c'est que le parallèle que j'avais fait, c'est que toutes les compétences qu'on dit généralement nécessaires pour être un bon innovateur, comme la remise en question, l'observation, l'expérimentation, la sociabilisation, etc. En fait, en gros, moi, j'avais identifié que 83 à peu près, 83% des compétences nécessaires pour être innovateur sont enseignées dans les écoles Montessori. Et ça, c'était un parallèle qui est important, en fait. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc, en fait. Et à partir de là, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas apprendre des choses de l'éducation Montessori qu'on va prendre et qu'on va mettre en pratique dans l'entreprise pour faciliter comme ça l'innovation d'entreprise et booster comme ça l'innovation d'entreprise. Et en fait, c'est comme ça que j'ai développé toute une posture et tout un concept qui s'appelait à l'époque Montévation. Donc, c'était la contraction entre Montessori et puis innovation, qu'on a mis en place chez l'entreprise pour laquelle je bossais avant, qui s'appelle Lemo.
Et avec ça, en fait, on a pris un groupe de collaborateurs. On les a mis sous la moulinette comme ça de ce programme-là inspiré de l'éducation Montessori pour booster leur capacité d'innovation sous un format de 6 mois, c'était. Et à la fin des 6 mois, on a pu mesurer comme ça une amélioration de 23% sur la capacité d'innovation en mettant en place en fait cette méthode-là. D'accord. 83%. Tu as dit 83%. Donc, alors 83%, compétences. Non, 23% des compétences. On a amélioré de 23% les compétences en fait, des collaborateurs. Non, excuse-moi, en fait, effectivement, il y avait ces deux chiffres-là, mais tu as donné un premier chiffre qui était 83%, tu l'as dit. Ouais, exact. Ouais. Qui étaient les compétences d'un innovateur que tu as reconnu dans les compétences qu'il a développées chez les enfants Montessori. Exactement. C'était quoi? Tu as comparé les compétences, les critères des innovateurs de livres célèbres et tu les as comparés avec les compétences qui sont développées dans Montessori. Ouais. En fait, tu as un livre qui s'appelle Innovators DNA qui a été écrit en fait, et de ce livre-là, en fait, il explique les grandes compétences nécessaires pour réussir à innover ou être plus innovant. Et lui, il part d'un premier postulat, c'est de dire la première question, c'est la posture. Il faut avoir le courage d'innover. Ça démarre de là. Okay. Et pour avoir le courage d'innover, donc, il faut être capable de prendre des risques, il faut être capable de remettre en question les statu quo. Et c'est déjà une posture de courage de dire je vais aller contre vents et marées, je vais remettre les choses en question. Donc ça, c'est un peu le point de départ là-dessus. C'est Jeff Dyer qui a écrit ce livre-là. Donc lui, ça part un peu de ce postulat-là. Une fois que tu as cette capacité ou ce courage à innover, ensuite tu rentres dans ce qu'ils appellent des compétences qui sont plutôt comportementales. Donc tu vas questionner les choses, remettre en question, tu vas observer comment ça se passe à droite et à gauche, tu vas expérimenter, qui est un élément important, et surtout tu vas faire du réseautage. Alors le réseautage, c'est pas du réseautage pour accélérer ton ascension sociale, on va dire, mais c'est plutôt tu vas aller chercher des gens qui ont des points de vue complètement différents. Moi, je suis ingénieur, je vais discuter de mes problématiques avec un artiste qui aura un point de vue complètement opposé au mien. Et puis ça va m'ouvrir comme ça de nouvelles perspectives. Et plus tu boostes comme ça ses capacités en fait d'expérimentation, ses capacités de comportementales, finalement dans ton cerveau ça fait comme un puzzle, ça met plein de pièces de puzzle. Et à un moment donné, ton cerveau va faire un lien avec tout ça, et c'est comme ça que tu as des idées innovantes. Et lui, en fait, Jeff Dyer, il est parti de ce postulat-là. En fait, c'est un peu le schéma comportemental qu'il explique dans son livre. Et quand j'ai comparé ça à ce qui se passait dans les écoles, dans les classes Montessori, je me suis rendu compte c'est qu'il y avait 83% que ce que demandait Jeff Dyer, qui était en fait enseigné dans les classes Montessori. Parce que finalement, les élèves sont dans des classes de 3 années, donc ils vont aller chercher celui qui est le plus grand, qui a la connaissance, donc ils vont socialiser pour pouvoir comme ça apprendre. Ils vont expérimenter énormément à travers du matériel, parce que c'est du matériel qui est mis à disposition. C'est très manuel, tout ce qui est... Exact, ouais. Parce qu'en fait, c'est assez intéressant. Ce qu'elle avait découvert un petit peu intuitivement, Maria Montessori, à l'époque, a été prouvé, je crois que c'était par l'UNIL, il y a 3-4 ans, ils avaient fait un article là-dessus. En gros, c'est plus tu mélanges tes sens, plus ça rentre dans ta mémoire profonde, ce que tu fais. Et on regarde tout le matériel Montessori, en fait, c'est pas juste du passif où c'est par l'oreille et puis les yeux, mais on va toucher, on va sentir, et en fait, on va essayer de mélanger un maximum de sens, ce qui fait que les enfants apprennent plus rapidement et surtout que ça reste plus longtemps dans la mémoire. En fait. Intéressant. Un autre truc, tu vois, moi j'ai des jumeaux, tu sais, 2 garçons. Et avant, enfin, quand ma femme, elle était, quand j'ai su que j'allais avoir des jumeaux, du coup, j'ai commencé à essayer de savoir des gens qui sont passés par là, quoi. Donc, parents de jumeaux ou des gens qui avaient qui ont été jumeaux, tu vois. Et puis un truc qui était en pattern, on va dire, par l'innovation, qui ressortait, c'est le fait de comparer les enfants, tu vois, entre eux. C'était une vraie souffrance en fait avec les gens avec qui je parlais, donc les jumeaux, et même les parents de jumeaux, que même leur entourage en fait comparait les enfants en fait. Genre, lui il est plus grand, lui il est plus comme ça, lui il est plus rapide, lui il est comme ça, tu vois tout de suite étiqueter les enfants. Donc moi, tu sais, dès le début j'avais foutu un espèce d'autocollant, c'est interdit de comparer, tu vois, un truc comme ça. Parce qu'en plus c'est des faux jumeaux, tu vois, donc ils sont pas, en plus, enfin je sais pas si c'est un avantage ou un désavantage, mais ils sont pas identiques, tu vois. Et puis je suis toujours là en train de pousser ce truc-là, de ne pas comparer les enfants. Et c'est justement, j'étais très sensibilisé à cette chose-là. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à écouter le bouquin de Maria Montessori, hein, donc l'enfant, donc en Audible, et puis tu as vu, hein, j'ai acheté le bouquin après. Et le fait de ne pas comparer, en fait, je trouvais ça franchement incroyable. Et que tu parlais d'éducation normale, on a tellement tendance à faire ça. Et puis moi, je me bats tout le temps, tu vois, genre... Dès que j'entends un truc qui limite désagréable, quoi, mais je dis non, arrête, compare pas, tu vois. Les gens ne comprennent pas autour de moi. Parce que c'est naturel, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça
super intéressant. Puis justement, quand tu parles de sociabilisation, de réseauter, le fait de ne pas se sentir en danger à chaque fois, et c'est un peu le cas en entreprise d'une manière générale, tu as toujours l'impression d'être en compétition par rapport à l'autre. Moi, je trouve que c'est rien que pour ça, je trouve que c'est une valeur énorme, en fait, cet état d'esprit, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, tu fais pas partie des parents qui achètent les mêmes habits pour les deux, alors? Non, non, vraiment pas. J'essaie de pas vexer les gens, tu vois. Parce qu'il y en a qui se donnent beaucoup de peine pour acheter le même truc et tout. Je dis ouais. Il y en a qui me dit ouais, j'ai remarqué, je regarde les photos sur Facebook. Parce qu'on n'a pas beaucoup des photos sur Facebook, mais parce que des fois, quand je vais au Bangladesh, tu vois, avec les gens, on se revoit après 2 ans, un truc comme ça. J'ai regardé les photos, j'ai vu, je ne se sentais jamais de la même manière. Et puis, du coup, ils font attention à ça. Mais des fois, quand il y en a qui se donnent beaucoup de peine, c'est pour retrouver le même truc et tout. Je dis ouais, je dis rien, quoi, tu vois. C'est clair que je fais pas partie de ceux qui les habillent de la même manière, effectivement. Et le 23%, du coup, donc, les résultats que tu as obtenus donc après cette expérimentation de 6 mois dans le cadre de l'EMO, c'était quoi? C'est au niveau des idées ou des produits qui sont des sorties, en fait, et des concepts? Non, on était vraiment parti donc du livre de Jeff Dyer, The Innovator's DNA, en fait, qui à partir de ces clusters-là ensuite te sortait des profils. Tu avais l'innovateur entre guillemets, donc celui qui avait beaucoup d'idées, le réalisateur, celui qui a beaucoup plus de difficultés à avoir des bonnes idées, mais dès que tu donnes quelque chose, une tâche à faire, il va la faire tout de suite. Puis en gros, en milieu, tu avais les profils un peu développeurs qui faisaient la passerelle entre l'innovateur et puis le réalisateur, en fait. Donc on était parti un petit peu de ces profilages-là qui proposaient dans le livre. Et ensuite, on a mesuré comme ça, à travers différentes compétences, différentes questions, les activités et ce qu'ils mettaient en pratique. Parce que finalement, tu te rends compte que si tu veux être plus innovant, il faut changer ton comportement au quotidien. Et donc, finalement, c'est des façons de faire, c'est des activités que tu fais au quotidien que tu vas changer. Et ça, on a eu un gros débat, notamment avec un de mes premiers mentors d'innovation, Laurent Hogg. On avait un petit différent là-dessus où lui, il estimait que l'innovation, c'était quelque chose qui était inné, qu'on ne pouvait pas apprendre, en fait. Et puis moi, je pars du principe, en tout cas, je suis peut-être encore un peu naïf, mais je pars du principe que finalement, c'est juste un changement de comportement. Après, tu le veux ou tu le veux pas. Mais si tu arrives à changer ton comportement au quotidien, tu peux être plus innovant. Et donc, on a identifié comme ça ces verticales comportementales sur lesquelles tu peux jouer pour pouvoir être plus innovant. Et en fait, de temps en temps, on faisait une auto-évaluation avec l'équipe. On leur demandait, est-ce que tu t'es posé plus de questions? Est-ce que tu as tenté des choses nouvelles aujourd'hui, etc. Et ça nous a permis comme ça de mesurer à travers le programme l'évolution du changement comportemental des personnes. Et c'est comme ça qu'on a pu mesurer entre avant et après une amélioration de 23% globalement sur la capacité d'innovation, en fait. Excellent, donc c'est du développement personnel quelque part. Ouais, là on était vraiment là-dessus. Là. Ouais. Comment tu peux inciter les gens à changer leur comportement pour arriver à des comportements plus innovants et donc avoir plus d'idées en fait. C'est intéressant ça. Et quels sont les feedbacks que tu retiens du temps? Parce qu'on touche au développement personnel, donc c'est quelque chose qui est très profond en fait chez la personne. Donc j'imagine que tu as dû avoir des retours assez forts quoi, en fait. Ouais. On rejoint ce que je te disais, ce côté confiance en fait. On voit que l'environnement de l'entreprise, c'est pas un environnement de facto qui est de confiance. Donc en fait, finalement, quand tu mets en place des programmes qui sont assez différents, les gens au début sont un peu peur, ils disent attends, est-ce que c'est un traquenard? Est-ce que tu veux vraiment mon bien ou plutôt si tu veux m'utiliser en fait? Puis une fois que tu as réussi un petit peu à briser cette glace et puis à créer le climat de confiance, c'est là que les gens se mettent en mouvement, testent des choses, etc. Et ce qui était assez intéressant, c'est que où on a eu le plus de retours entre guillemets négatifs, c'est pour les profils créatifs. Parce que d'un seul coup, on les mettait dans un format un petit peu sportif, où tu avais un programme à suivre, et des activités et des actions à faire. Et en fait, eux, ça les bridait. Ils disaient, mais attends, moi j'ai l'impression d'être opprimé, qu'on me dise ce que je dois faire, etc. Alors que j'ai plus l'habitude de faire ce que je veux, quand je veux, etc. Et finalement, les retours négatifs, on les a plus eus sur les profils très créatifs. Autour de ça. Et les petites anecdotes aussi marrantes, c'est que vu qu'on incitait en fait les collaborateurs à faire des nouvelles activités chaque jour, t'en avais un qui en fait, il faisait un petit rapport personnel, un petit carnet de bord, comme ça, c'est un journal de bord, ça nous permettait de voir un petit peu ce qu'il faisait, et puis on échangeait là-dessus. Puis il y en avait un qui nous dit merci beaucoup, j'ai essayé de faire une nouvelle chose, j'ai voulu prendre un nouveau bus. Finalement, j'ai dû en prendre 3 et je suis arrivé 45 minutes en retard au travail. Donc, merci pour cette nouvelle expérience. Bien, excellent. Mais il y avait plein de petites anecdotes comme ça qui étaient hyper sympas. Quoi. Comment ça se fait que les profils créatifs se sentaient bridés? C'est-à-dire que finalement,
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette approche n'est pas adaptée du coup à tout le monde, et c'est plutôt que... Enfin, comment tu expliques ça en fait? Ouais. Bah, en fait, ce qu'on voit, c'est que les profils créatifs, ils ont un peu une réflexion par arborescence. C'est-à-dire qu'ils vont partir d'un point, ça va générer 3-4 points, et puis il n'y a pas une logique séquentielle en fait dans ce qu'ils font. Et nous, on arrivait avec un programme un petit peu comme un programme de coaching ou sportif pour booster leur créativité, mais qui fait rentrer dans un processus où tel jour tu fais ça, telle heure, etc. Tu dois faire tant d'exercices sur ça, etc. Donc c'était très un petit peu médical et un petit peu scientifique. Et ça les poussait d'aller d'une logique arborescente vers une logique séquentielle. Et c'est pour ça. Et ça, en fait, ils sont beaucoup moins à l'aise avec ça. Et je pense que la raison principale qui se cachait derrière, c'était ça, quoi. C'était on les forçait à faire des choses séquentielles qui, pour eux, aient l'habitude de plutôt de piocher à droite, à gauche et d'avoir cette logique arborescente, en fait. D'accord, d'accord. Donc, on a parlé de remise en question, de sociabilisation, d'expérimentation et de non-compétition. Je ne sais pas c'est quoi le bon terme. Comment est-ce que tu as transposé ça en fait à l'époque dans le cadre de ton entreprise? On va dire un exemple, tu vois, ça va dire voilà, prenons l'exemple de la non-compétitivité, tu vois. Comment est-ce que tu as pu la sociabilisation, comment est-ce que tu as pu transposer ça dans le cadre du projet? Bah là, en fait, on incitait tout simplement les participants à faire des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et aller dans des domaines soit associatifs, soit dans des événements, des networking, etc., mais qui sont complètement aux antipodes de leurs habitudes. Donc, par exemple, quelqu'un qui est ingénieur, on va dire, bah tiens, puis est-ce que tu as l'habitude de faire de l'art? Non, pas du tout. Ah bah ça tombe bien. Bah tiens, il y a plein d'activités artistiques là ce soir. Et bah ce soir tu vas faire ça, ou tu vas tiens, il y a une exposition à tel endroit, va discuter avec les gens, rencontre des gens qui sont complètement à l'opposé de tes habitudes de schéma de pensée en fait. Et on a fait comme ça un programme personnalisé pour chaque personne en fonction de ses habitudes. Et on allait chercher qu'est-ce qui était à l'antipode de ses habitudes, et on disait bah va faire ça. Et va rencontrer des gens qui sont aux antipodes de tes habitudes. Et ça a été très très bouleversant pour certaines personnes. Ok, intéressant. Et du coup, est-ce que c'est... Donc voilà, donc là j'entends vraiment que c'est très développement personnel, centré sur la personne. Est-ce que cette personne elle avait également un projet, tu vois, genre, parce on parle quand même d'une... Enfin, enfin, comment dire? C'est pas un cours de développement personnel, c'est un cours d'innovation. Donc, est-ce qu'il y avait un objectif d'innovation autre que le développement personnel de l'employé ou du collaborateur? Ouais. Donc la première étape du programme, c'était vraiment comment on peut booster les capacités d'innovation des gens. Donc quand on disait booster les capacités, c'est de dire comment je peux booster à avoir un maximum d'idées d'innovation. Et donc on revient sur les schémas comportementaux de Jeff Dyer que je t'ai expliqué. Donc ça, c'était un peu la première étape, où là, tu avais ce programme sportif, etc. Et leur but, c'était de générer un maximum d'idées par jour, et ils remplissaient comme ça un petit carnet où ils avaient toutes leurs idées dedans. Et une fois qu'on avait fini ce programme de 6 mois où on avait pu mesurer comme ça ces 23% d'augmentation de capacité d'innovation, ensuite on a récupéré toutes ces idées-là, on a fait une sélection, on a fait un tri, et on les a rentrées là cette fois-ci dans une démarche plutôt de mise en œuvre après des idées d'innovation, de tests, etc. Et c'est là qu'on a commencé, ou que moi j'ai à l'époque, il y a à peu près 8 ans là maintenant, où je commençais à tester les méthodes de Lean Startup, de Design Thinking, etc. Et là, on commençait à toucher un petit peu du doigt ces méthodes-là pour tester le potentiel de chaque idée. Et est-ce que c'était l'initiateur de l'idée qui devait mettre en place l'idée, ou ça repartait vers quelqu'un d'autre? Ouais. Alors ça, c'était ma grosse erreur de l'époque. Et si je devais revenir 8 ans en arrière, je ferais complètement différent, mais c'était vraiment une grosse erreur en fait, où j'étais plus parti dans une démarche scientifique en disant voilà, ça c'est les idées que potentiellement on a identifiées intéressantes en lien avec la stratégie d'innovation de l'entreprise. Voici ces 4 idées qu'on voudrait creuser en fait. Et finalement, l'idéateur, donc la personne qui était derrière l'idée, restait sur son idée, comme ça on coupait pas le lien un petit peu. Et ensuite, on a forcé des équipes en fonction de profils complémentaires. Parce que vu qu'on savait qui était innovateur, qui était réalisateur, qui était développeur, etc., avec les profils d'innovation qu'on avait fait, on s'est dit on va créer l'équipe idéale en termes de compétences et qu'on va forcer autour d'une idée en fait. Et ça, à l'époque, c'est la grosse erreur qu'il fallait pas faire, parce que finalement, il n'y avait pas d'émulation autour de l'idée, parce que les gens étaient forcés de s'être retrouvés autour d'une idée, et ne sont pas retrouvés naturellement. Et si c'est quelque chose que je devais faire, en fait, c'est plutôt que les gens, même s'ils n'ont pas des profils complémentaires, même si c'était des profils qui se répètent, mais plutôt que ce soit des gens qui se retrouvent par passion autour d'une idée, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important en innovation.
Alors, juste pour que je comprenne bien, alors, disons que tu avais combien de personnes en fait Là, on était, je crois, sur 23 ou 24, je ne dis pas de bêtises. Donc 23 personnes génèrent 23 idées. Mm-hmm. Et après, ces 23 personnes, tu les regroupes sur 4 idées Ouais, exactement, ouais, c'était ça. Ok, donc il y a une sélection d'idées, puis après, tu regroupais les gens sur cette sélection. Ouais. D'accord. D'une manière, comme tu as dit, forcée. Donc, tu as dit que c'était une erreur. Donc, si on rentre dans le schéma trial and error, est-ce que tu as eu l'opportunité de pouvoir revenir en arrière ou de le refaire, en fait, à l'époque? Ouais. Alors, on l'a refait après différemment. Ça s'appelait Shape the Future. Donc, c'était un programme d'intrapreneur qu'on avait mis en place au sein de l'entreprise. Et en fait, la création d'équipe, on l'a faite pour qu'elle se fasse de manière naturelle. Donc là, c'était un peu un programme d'accélérateur d'idées à l'interne, sur 6 mois aussi, et interfiliale dans le monde entier. Et en fait, les gens, il y avait des porteurs de projets, il y avait des gens qui voulaient participer. On faisait un peu de matching, etc. On incitait les gens à se rencontrer et à échanger. Mais à un moment donné, il y avait une deadline qui était, vous devez postuler avec votre idée jusqu'à telle date. Vous devez avoir une équipe, vous devez avoir un sponsor qui doit être un cadre supérieur ou un membre de la direction, etc. Et plus vous avez des gens qui sont d'horizons différents, donc plus vous avez du multi-site, du multifonction, du multi-hiérarchique, plus vous gagnez des points bonus pour votre équipe. Mais c'est les gens qui se faisaient eux-mêmes leur équipe, en fait. Donc, généralement, le porteur d'idées ou le porteur de projet d'innovation allait pitcher lui-même à ses collègues, aux personnes qui pensaient, etc. Et créer autour de lui son équipe, mais par intérêt, par passion. Et pas parce qu'il y a une personne externe qui a forcé en disant toi, tu as le bon profil, va dedans, en fait. Et on a refait ça, et c'était le jour et la nuit par rapport au premier essai où on avait forcé les équipes, ça c'est clair. Donc ça pousse en plus le côté sociabilisation dont on parlait dans Montessori. Ouais. Et là, donc, là ça a bien marché. Et, yes. et là-dessus, est-ce que donc du coup tu as trouvé le modèle parfait ou t'as encore appris des choses à cette itération-là, on va dire? Alors là, ce que j'ai appris principalement sur cette phase-là, c'est la partie mise en production, en fait, et qui est un peu un cheval de bataille de mon côté depuis à peu près 4 ans, 4-5 ans, où malheureusement, j'ai pas encore trouvé la formule magique. Mais alors, c'était vraiment ça. Juste pour qu'on parle de la même chose, donc est-ce qu'on parle du scale, c'est-à-dire que tu as trouvé un business model qui fonctionne à petite échelle, ça marche, ça rapporte de la valeur, et maintenant on veut exactement. Ouais. Ça. C'est vraiment cette étape-là, d'accord. Ouais, exactement. Ouais. Et puis en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'on arrivait très facilement, en tout cas, ça se faisait bien, sa partie proc, donc preuve de concept, cette partie pilote, apporter les premières preuves, des premiers essais de faisabilité, d'attractivité, de viabilité. Et ensuite, une fois qu'on a dit, il y a un truc qui est bien, on a du potentiel, on a des retours clients, etc. Maintenant, il faut que ça devienne quelque chose de standard dans l'entreprise. Et en fait, ce transfert un petit peu, il y a beaucoup aussi d'échanges autour de ça, avec le dernier bouquin de Alex Osterwalder et Dave Pigneur, cette partie exploration versus exploitation. À quel moment je fais le transfert, selon quelles conditions, qui fait quoi, à quel moment. En fait, ce pont à faire entre les deux mondes, il est assez fin, assez compliqué. Et c'est là qu'en fait, j'ai vraiment touché du doigt pendant ce programme-là, en fait, cette sensibilité sur la transition. Et actuellement, malheureusement, j'ai pas encore la formule magique à te dire. Je sais même pas s'il y en a une, en fait. On avait échangé sur LinkedIn. Je sais pas si tu avais lu le bouquin finalement d'Ash Maurya, Scaling Lean. Oui. Et tu as vu, lui, il découpe en 3 parties. Donc, de ce que j'entends, toi, là, tu parles plutôt du product market fit. Ça veut dire que tu as fait des problem solution fit, tu as fait des interviews, tu sens un intérêt. Le produit, il n'existe pas encore. Tu n'as pas vraiment un produit qui est plus ou moins automatisé. Et c'est plutôt cette étape-là, en fait. Tu passes des interviews à proof of concept à un produit. Donc, c'est pas encore les scales, en fait. Et moi, ce bouquin-là, j'ai trouvé vraiment intéressant par rapport aux metrics qu'il donne, en fait. Donc, tu as des chiffres et tu sais très précisément qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à cette étape-là. Et ça te permet d'avoir un focus sur les éléments importants. Voilà, un peu comme toi, moi, franchement, je suis un peu dans cette partie-là aussi. Je crois qu'il y a tout le monde qui cherche dans le monde entier là-dessus. C'est un gros sujet de discussion en ce moment. Mais ce bouquin-là, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs que pour l'instant. J'ai pas lu le bouquin là dont tu parles, le dernier bouquin d'Alex Osterwalder. Je pense que c'est pas des Entreprise Invincible, c'est ça, non? Ouais, Invincible Company. Invincible Company. Ouais, je l'ai pas lu encore. Mais il est assez intéressant parce qu'il part de toute façon, il repart dans leur business model Canvas.
Ouais. et il t'explique en fait des schémas types de business model Canvas pour faire une transition d'un domaine vers un autre en fait, ou comment Amazon a fait pour se développer, comment Hilti a fait pour se développer. Puis en fait, ils ont identifié des patterns en fait de modification de business model Canvas, et ils font un petit peu le comparaison avec le blueprint d'un architecte, en disant bah voilà, tu poses ça sur ton Canva actuel, tu poses ce blueprint et ça te dit qu'est-ce que tu dois faire sur ton business model Canvas pour pouvoir transformer ton entreprise et aller à la prochaine étape en fait. Et c'est hyper intéressant. Super. Alors, moi, je fais juste une parenthèse, hein, parce que moi, j'étais allé à une conférence, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Moi, j'étais juste y allé parce qu'en fait, il y avait Alex Starwalder et Yves Pinière, en fait, qui étaient en même temps sur la scène et qui allaient parler, tu vois. Et puis moi, j'ai halluciné parce que, enfin, tu sais, j'étais avec un stand pour l'entreprise et puis du coup, on montrait les innovations sur lesquelles on travaillait, etc., etc. Et du coup, il y a des gens qui venaient vers nous, quoi. Puis il y avait finalement Alex Starwalder et Yves Pinière qui allaient parler. Et puis du coup, j'étais là, bah attends 2 secondes, il va parler. Puis le mec à qui je parlais, il savait pas qui c'était, tu vois. J'hallucine, quoi. Après, le pire, en fait, si je continue, c'est que au début de la présentation, parce que je pense qu'ils ont l'habitude, c'était Alex Starwalder, il a posé la question qui ne connaît pas le business model Canva. Et j'ai halluciné parce qu'il y avait peu de gens, en fait, qui levaient la main, quoi. Et j'ai regardé autour de moi, putain, mais c'est pas incroyable. Et évidemment, c'était une conférence à Genève sur l'innovation, un truc organisé par le canton de Genève. Sur l'innovation, vraiment, voilà, on parlait d'innovation, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. D'ailleurs, tu as vu le logo des super entrepreneurs. Bon, en fait, c'est un mix entre Business Model Canva et Lean Canva d'Aldash Moria que tu as pu voir, qui utilise. En fait, Lean Canvas, il a transposé le modèle Business Model Canva avec l'approche Lean Startup, que je trouve intéressant également. Voilà, c'est une petite parenthèse pour dire que si ceux qui nous écoutent, vous ne savez pas ce que c'est le Business Model Canva, vous avez un problème, quoi, je suis désolé. Alors, maintenant, revenons à notre discussion. Donc, voilà, tu travailles sur un projet qu'on a touché 2 mots tout à l'heure, qui est donc Minimum Viable Innovation Lab. Et évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tiens, il est en train de rendre ce qu'il a fait. De rendre ce qu'il a fait chez Nemo, puis maintenant chez Transport Lausannois, c'est de le rendre générique, parce que tu l'as fait une fois, tu le copies ailleurs, tu essayes de le copier ailleurs, tu arrives à rendre quelque chose de générique, en fait. Est-ce que c'est la démarche sur laquelle tu es? Ouais, en fait, l'approche est un petit peu différente. C'était vraiment... ce livre, c'est un petit peu poser sur papier un petit peu ces 8 années d'expérience dans la mise en place de structures d'innovation dans différentes entreprises que j'ai pu faire. Et ce que je me suis rendu compte principalement, et surtout ces 2 dernières années, hein, parce qu'en fait, si on revient un petit peu 6 ans en arrière avec la partie motivation, la partie Montessori, j'avais identifié les freins principaux à l'innovation entreprise, dont un principal qui était que finalement l'innovation c'est une boîte noire pour la plupart des gens, incluant les équipes de direction et le board, où finalement tu as des idées qui rentrent en input, tu as de l'innovation en output, et ce qui se passe entre les deux, comment on fait pour transformer une idée en une innovation, c'est-à-dire quelque chose qui est viable, faisable, attractif, et qu'on peut mettre à l'échelle, en fait. Finalement, il y a très peu de gens qui comprennent la mécanique derrière. Donc, c'est un peu comme le mot voler. Tout le monde sait ce que ça veut dire, voler, mais tu n'as pas beaucoup de monde, tu as moins de gens qui connaissent la mécanique et tout ce qui est mécanique aérodynamique derrière pour pouvoir expliquer comment tu fais voler un avion, par exemple. Et je trouve qu'il y a le même parallèle avec l'innovation. Tout le monde a conscience que c'est l'innovation, ce côté nouveauté autour de ça, etc. Mais au final, tu as très peu de gens qui comprennent les mécaniques derrière. Et on se retrouve souvent face, quand on est responsable d'innovation, à des décideurs, à des équipes, à du middle manager qui ne comprennent pas ces mécaniques-là ou qui peuvent en avoir peur. Ou pire, où les gens pensent parler de la même chose, mais ils parlent pas du tout de la même chose. Et ce que je me suis rendu compte ces 2 dernières années-là, c'est que finalement, tu as beau passer autant de temps que tu veux à faire de la formation, à faire des présentations, des explications, de l'accompagnement, etc., tant que tu n'arrives pas avec un vrai sujet sur la table, tu n'arrives pas à faire comprendre aux gens et à les faire vraiment, à travers l'expérience, à leur faire comprendre comment ça fonctionne en fait. Et c'est ce que j'ai mis en pratique finalement au tel. Je me suis dit, mais est-ce qu'on arrive à déployer comme ça, à développer une structure de base d'innovation, un système d'innovation qui permet très rapidement, le plus rapidement possible, d'arriver avec des idées sur la table et de les mettre en pratique. Et comme ça, en fait, c'est à travers l'expérience concrète, à travers d'idées d'innovation concrètes,
qu'on va me faire monter en maturité la structure et l'entreprise pour qu'elle puisse découvrir qu'est-ce que ça veut dire innover et jusqu'où elle est prête d'aller en termes d'innovation. Parce que tu discutes avec n'importe quel directeur, un chef d'entreprise, etc. Il va dire « Ah, mais moi, je veux absolument l'innovation de rupture, je veux être le prochain Dyson dans mon secteur, etc. » Patati patata. Puis après, quand tu arrives avec une vraie innovation de rupture, là, il dit « Oh, ah non, mais ça, c'est trop risqué. » Ou c'est pas du tout adapté à mon marché, etc. Et il y a très peu de gens qui sont vraiment prêts à assumer l'innovation de rupture. Et le seul moment où tu t'en rends compte, c'est quand tu arrives avec une idée que tu veux lancer, en fait. Et le concept, en fait, à travers ce livre et ce que je suis en train d'écrire, c'est comment, en moins de 90 jours, tu es capable de mettre en place une structure d'innovation qui permet de tester des idées et donc ainsi de faire monter en maturité l'entreprise pour qu'elle puisse découvrir à travers sa propre expérience qu'est-ce qu'il lui faut en innovation, en fait. D'accord. Et du coup, là, si j'essaie de refaire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on a parlé de deux choses finalement. Dans ce que tu avais fait à l'EMO, c'est la partie, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça développement personnel, mais c'est transformation du collaborateur, transformation des habitudes du collaborateur pour avoir les compétences nécessaires pour être innovant. Je ne sais pas si c'est bien résumé. Et l'autre côté, finalement, c'est OK, le collaborateur est transformé. Maintenant, on va générer des idées et puis faire des proof of concept et essayer d'industrialiser cette idée-là. Donc ça, c'était la partie, la partie ce que tu as fait chez Nemo. Et là, ce que tu viens de dire, c'est comment tu peux refaire ça finalement. On parle de la même chose, non? Ouais, je verrais ça sur deux niveaux différents. Tu as vraiment la partie Nemo qui est vraiment sur la partie personnelle où tu travailles sur le collaborateur en lui-même. Comment je peux développer au maximum son potentiel d'innovation personnelle. Et là, cette approche minimale, en fait, pour la partie innovation, système d'innovation, c'est comment je peux développer structurellement un moteur d'innovation dans l'entreprise le plus rapidement possible. Donc là, il y en a un qui travaille vraiment sur l'organisation et l'autre, tu travailles vraiment sur la partie collaborateur, en fait. D'accord. Comment est-ce que tu pourrais encore plus accentuer cette différence? Parce que finalement, l'entreprise... Comment tu as dit la deuxième partie, c'était quoi, tu as dit? L'entreprise. Tu as une première partie qui est vraiment focalisée sur le collaborateur et l'autre qui est plus le moteur d'innovation, la partie structuration en fait, de l'innovation dans une entreprise. D'accord. Parce que par exemple, tu peux développer à fond les capacités d'innovation de chaque collaborateur. Et puis finalement, c'est à la bonne volonté de chaque collaborateur. Est-ce que tu as quelqu'un qui va être hyper motivé d'aller contre vents et marées et puis de mettre en place son idée? Puis tu as quand même comme ça 2-3 mavericks ou 2-3 héros d'entreprise qui vont être capables de le faire. Mais tu n'as pas une capacité à grande échelle de faire ça en fait. Et pour arriver à absorber, à tester un maximum d'idées, finalement, il faut que tu développes une capacité d'innovation dans ton entreprise, une structuration, des manières de fonctionner, que tu crées comme ça ton écosystème avec tes partenaires, tes clients, tu développes ta stratégie, ta gestion de l'innovation autour de ça. Et ça peut prendre beaucoup de temps si tu veux faire un monstre truc parfait qui marche dans tous les secteurs. Et l'idée, c'était vraiment de prendre cette approche MVP d'une startup, de se dire voilà, comment je peux développer une structure minimale viable pour pouvoir mettre en œuvre de l'innovation le plus rapidement dans une entreprise. D'accord. Et là, si je reviens sur le principe d'essayer de copier-coller, de rendre les choses génériques et de pouvoir les réadapter, est-ce que tu t'arrives à... Moi, je suis désolé, c'est un peu mon côté programmeur, tu vois, tu fais un code, tu essaies de rendre le truc générique, tu essaies de faire un deuxième cycle et de pouvoir réutiliser le truc, tu vois, c'est un peu de ce côté-là où je t'embête un peu, je suis désolé. Est-ce que tu as des éléments, du coup, quand même, que tu t'extrais de cette première expérimentation, que tu arrives à dire, voilà, ça, chez Nemo, c'était mon MVP, et là, je suis en train d'essayer de trouver un marché, de développer ces compétences, cet acquis que j'ai fait ces premières 6 années. Là, ce qu'on voit en fait finalement, c'est que cette approche un petit peu programmeur copier-coller, moi ce que je vois par expérience, c'est que ça marche pas en fait dans l'innovation, tout simplement parce que finalement tu te rends compte que
L'innovation, c'est très personnel et ça se définit dans son contexte. Donc, en fonction de l'historique de l'entreprise, où on en a actuellement, ses capacités actuelles, etc., sa conception et sa façon de faire l'innovation sera complètement différente d'une entreprise à l'autre, en fait. Et même dans les méthodes d'innovation, et puis ça, tu as le Eric Rice de Lean Startup, en fait, l'a aussi mal vécu, entre guillemets, et on revoit aussi ça, Jack Knapp qui se plaint aussi de ça avec le design sprint, où finalement les gens adorent les checklists, où tu as juste à faire copier-coller, en espérant que c'est la formule magique et ça marche partout. Mais finalement, tu as tout un état d'esprit, tu as toute une philosophie derrière qui fait que le plus important, c'est que tu aies compris les concepts de base, la mise en pratique, les concepts philosophiques autour de ça. Mais comment ça va se matérialiser ? Faut que ça se personnalise à ton entreprise. Et c'est là où tu es le plus efficient et, en termes d'innovation pour ton entreprise. Et c'est pour ça que moi, cette approche copier-coller, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Tu as plus des grandes lignes qui peuvent fonctionner. Mais après, dans le détail, quand tu vas mettre en pratique, il faut que tu personnalises au maximum au contexte de ton entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Est-ce que le livre que tu es en train de co-créer, hein, si j'ai bien compris, parce que tu crées une communauté autour de Minimum Viable Innovation Lab, tu es en train de l'écrire actuellement, d'accord ? Ouais, exact, ouais. Donc finalement, si je t'écoute bien, si je t'ai bien compris, l'idée c'est que tu ne peux pas copier-coller des process, des idées, des concepts, de ce qui a été fait dans une entreprise chez une autre. Je suis complètement d'accord avec toi, surtout dans le cadre d'une entreprise, parce que chaque entreprise a sa propre histoire, sa propre politique et tout ça. Donc, tu ne peux pas faire ça. Mais du coup, comment est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu as l'intention plutôt de proposer dans ce livre ? Parce que ce serait plutôt des concepts, des questionnements, alors, un espèce de coaching via ce livre, des questions à se poser. En fait, ce que j'ai identifié, c'est que tu as quand même des grandes phases qui s'appliquent, mais on est vraiment après sur cette partie concrétisation et mise en œuvre qui doit être personnalisée. Mais la démarche de réflexion et d'accompagnement pour identifier quelle doit être ta structure minimale, c'est quelque chose qui peut se répliquer à différentes entreprises. Après, c'est plutôt on va dire le comment est générique, mais le quoi que tu vas arriver, sur le quoi sur lequel tu vas arriver, va être spécifique à chaque entreprise. Et finalement, on va dire, tu as 4 grandes étapes que je suis en train d'écrire là dans le livre. La première, c'est un peu l'étape de découverte, c'est de dire, la première chose qu'on va faire, c'est de comprendre le contexte unique de chaque entreprise. Je vais aller discuter avec chaque collaborateur pour comprendre ou chaque responsable d'unité, de business unit, pour comprendre quelles sont leurs visions de l'innovation, quelle est leur définition de l'innovation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça dans le passé ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et vraiment comprendre cet ADN d'innovation pour en tirer vraiment un petit peu la moelle épinière un petit peu de ça, pour dire, voilà, ça, c'est le contexte actuel. En termes de maturité d'innovation, on pense qu'on est à ce niveau-là. Et on a identifié telle faille ou tel point positif ou telle force sur laquelle il faut qu'on travaille, en fait. Telle force ou telle faiblesse. Donc ça, c'est un peu la première étape. Une fois que tu as fait cette première étape-là, la deuxième étape, c'est de dire, mais vers quoi on veut ? C'est quoi nos ambitions d'innovation ? Et ça, c'est un premier point, parce qu'en fait, je le vois dans beaucoup d'entreprises. Donc, on a ce premier biais de croire que tout le monde comprend la même chose derrière le mot innovation. Donc ça, c'est une première étape, c'est de dire, mais ça veut dire quoi l'innovation pour notre entreprise ? Et il faut décider qu'est-ce qu'on veut atteindre en termes d'ambition d'innovation. Jusqu'où je suis prêt à aller en termes d'ambition d'innovation ? Est-ce que je vais être le meilleur dans mon marché, le meilleur dans le monde, le meilleur dans mon canton ? Est-ce que j'ai envie d'être un Dyson qui va révolutionner aussi bien la technologie que la proposition de valeur ? Ou est-ce que je vais me focaliser que sur des propositions de valeur et des technologies existantes ? Donc finalement, tu as tout un positionnement de dire, mais jusqu'où on est prêt à aller en termes d'innovation, en termes d'investissement, et il est où notre terrain de jeu ? Et ça, c'est un choix qui doit être fait délibérément dans l'entreprise pour dire, voilà, tac, on a tracé ce carré-là, et nous, on veut jouer là-dedans en termes d'innovation. On veut aller en Ligue 1, en Ligue B, et on s'en fiche dans quelle ligue on est, mais on veut décider qu'est-ce qu'on veut faire, en fait. Ça, c'est la deuxième étape. Et une fois que tu as fait cette deuxième étape-là, une fois que tu es au clair sur c'est quoi le niveau de maturité d'entreprise en termes d'innovation, c'est quoi l'historique, c'est quoi nos ambitions, ensuite, tu peux commencer à designer ton système d'innovation pour dire, voilà, comment on peut répondre à ces innovations, à ces ambitions d'innovation, avec quelle approche, quelle méthode. Est-ce que c'est mieux de faire un lab ? Est-ce que c'est mieux de faire un speedboat, un accélérateur, un incubateur, un startup studio ? Finalement, tu as des milliers de choses, ou même combiner différentes choses. Et ça, c'est un peu la troisième étape, c'est de dire qu'est-ce que je dois designer ? Et ensuite, tu le testes. Donc là, on est vraiment c'est comme cette approche MVP. J'ai designé ma solution, hop, je la mets en œuvre, je la teste, et tout de suite, c'est en mode itératif. Donc dès que je fais un premier test, je trouve une idée, je la mets en œuvre à travers ce système d'innovation. Et à la fin de cette exploration d'innovation, je recueille tous les enseignements
qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, de quelle manière je dois itérer, de quelle manière je dois améliorer ma structure d'innovation, jusqu'à ce que finalement, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, tu trouves la formule magique qui marche parfaitement dans ton entreprise, qui est hyper fluide et qui permet de dérouler énormément d'innovation, en fait. Cool, super intéressant. Je me réjouis. Oui, je me suis inscrit ce matin. Je me réjouis de voir super. les premiers chapitres. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si tu peux en parler. Mais si tu peux pas, il n'y a pas de souci. ETL, vous en êtes à quel stade alors maintenant? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au ETL, moi j'ai commencé, c'était en octobre 2018. Donc, c'était la première fois que je mettais en pratique cette approche un petit peu des 3 mois. Et l'idée, c'était qu'avant la fin de l'année, on ait une première prémisse, une première structure qui fonctionne, en fait. C'est ce qu'on a fait jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, 2019, c'était vraiment l'année un peu du plan d'expérience. Donc, on avait identifié 3 innovations, 3 sujets d'innovation qui étaient vraiment dans des specs différents. Il y en a un qui était l'innovation de rupture, l'autre adjacent, l'autre incrémental. Et ça nous a permis comme ça de tester et de mettre sous stress la structure à travers différents sujets de rupture, de niveau de rupture, d'innovation. Et on l'a fait de manière très opportuniste, que le but c'était de trouver, apprendre comment on doit mettre en place notre moteur d'innovation et d'exploration dans l'entreprise, en fait. D'accord. Et ça a hyper bien fonctionné, ça nous a permis de comprendre ce qui se passait. Et fin 2019, c'est là qu'on est revenu sur cette boucle stratégie, parce que finalement, toute l'année, on a été vraiment en mode opportuniste, à dire, on s'en fiche que ça soit entre guillemets connecté avec la stratégie ou pas de l'entreprise. Le but, c'est de tester, c'est de se mettre un truc sous les dents et tester rapidement pour voir si ça fonctionne, en fait. Et une fois qu'on s'est rendu compte que ça fonctionne, donc là, on s'est dit, attends, il faut qu'on refasse un petit pas en arrière pour se dire, mais comment on connecte l'innovation à la stratégie de l'entreprise? Parce que le but, c'est de répondre à travers l'innovation aux enjeux de stratégie de l'entreprise. Et c'est là qu'on a fait toute une réflexion, tout un travail sur les ambitions d'innovation, qui nous a permis de sortir les innovations sur lesquelles on a travaillé en 2020, dont Flexibus, en fait, que peut-être tu as entendu parler. Oui, j'ai vu les articles dans la presse. Ouais, c'était cool, ça avait bien fonctionné, ouais. Et puis là, maintenant, en fait, on rentre dans un mode, le moteur d'exploration fonctionne, on est bien connecté à la stratégie de l'entreprise, on est aligné avec les ambitions d'innovation, etc. Et maintenant, le nœud ou le caillou qu'on a dans la chaussure, c'est cette transition exploration-exploitation, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement. Ok. Donc, tu as parlé de la troisième étape, qui était donc le design du système innovation, d'incubateur, d'accélérateur, d'approche, on va dire, intrapreneuriale, etc. Du coup, les trois catégories dont tu as parlé, donc rupture, adjacent, incrémental, est-ce que c'était quoi le système qui était au noyau, on va dire, au centre, pour pouvoir créer cette innovation-là? C'est quel modèle que vous avez du coup adopté? Au niveau des TL? Ouais, au niveau des TL. Ouais, donc là en fait on a Au niveau de l'émo, tu l'as dit, donc c'est vraiment le côté parce que pour nous c'est clair, mais au moins qu'on comprenne bien pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Alors si tu prends les systèmes différents, chez l'émo on était plus sur un fonctionnement d'open innovation intrapreneur. Voilà. On était vraiment focalisé sur comment je peux accompagner les collaborateurs qui ont des bonnes idées d'innovation. Donc on était vraiment focalisé sur des programmes d'intrapreneurs. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on avait fait chez Lemo. Et là, ce qu'on a fait au tel, c'est plutôt un mix entre l'open innovation et une plateforme innovation. Donc c'est de dire que, et même un speedboat en fait, on a vraiment mixé les trois. Donc l'idée, c'est de dire, nous, notre objectif, c'est de dérisquer le plus rapidement des idées pour voir s'il y a du potentiel ou pas. Donc on fait une seule idée à la fois et à la fin, en fait, on fonctionne sur des formats de 3 mois. Et à la fin du 3 mois, on est capable de dire à la direction, OK, cette idée, il y a du potentiel ou il n'y en a pas. Et ensuite, est-ce qu'on passe à la suivante ou pas? Donc ça, c'est un peu le format speedboat, en fait. C'est de dire, donnez-nous une idée. Et nous, en gros, le gros paquebot, c'était elle, qui a son cap, qui met beaucoup de temps à changer de cap, etc. Et nous, on jette un petit Zodiac dans la mer, et puis hop, on part devant, hyper agile, hyper rapide, et on va voir qu'est-ce qui fonctionne, et on sait combien de degrés il faut tourner à bâbord ou à tribord, et ensuite on revient au paquebot, on dit ok, tu pars 3 degrés à tribord, et puis c'est par là qu'il faut aller en fait. Donc ça, c'est un peu le modèle speedboat. Mais ce qu'on voulait, c'était pas avoir quelque chose qui est 100% auto-centré sur tel. Et c'est là qu'on est rentré sur cette logique de plateforme innovation. C'est-à-dire, mais on a un monstre écosystème d'innovation avec plein de partenaires, des étudiants, des consultants, des universitaires, des chercheurs, etc., dans l'écosystème local qui est génial. Comment j'arrive à travailler avec les meilleurs dans leur domaine, à les faire venir chez nous et en même temps à tester avec les clients. Et c'est là finalement qu'on a mixé ce mode open innovation, plateforme innovation et speedboat pour créer en fait ce qu'on appelle la ruche, qui est la plateforme d'innovation d'ETL, et qui fonctionne hyper bien actuellement.
Alors, c'est super intéressant et en fait, tu touches deux choses que je trouve super intéressantes que je développe en fait dans mon blog. Tu vois, puis qui d'ailleurs mal compris en fait, parce que j'ai des gens qui me contactent et qui comprennent pas une certaine, le deuxième élément dont je vais te parler. Donc le premier, c'est facile, hein, donc, c'est l'entrepreneur en start-up. Ben, voilà, on comprend ce que c'est, donc c'est un projet à forte croissance euh, qui est un produit innovant. Après l'autre Mhm. partie, et d'ailleurs, donc justement, du coup, moi je fais le lien avec ce que tu viens de dire, parce que quand on parle de plateforme d'épée d'innovation, ben, on parle forcément de start-up. Et je sais que Flexibus, tu avais collaboré avec BestMind, Ouais. c'est bien BestMind. Et puis la deuxième partie, c'est, ben, je parle de l'entrepreneur en entreprise, tu vois, donc l'intrapreneur. Et ça, j'ai des gens qui ne comprennent pas, en fait, ils ont beaucoup de peine, en fait, avec cette partie-là. Et et j'aimerais développer un peu plus ces deux éléments avec toi, Mhm. en commençant par l'intrapreneur, en fait. Ouais, l'intrapreneur, parce que moi j'appelle ça ben, l'entrepreneur en entreprise qui veut lancer un nouveau service ou un nouveau produit. Et les gens ne comprennent pas forcément ben, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un entrepreneur, en fait. C'est quoi cette histoire, en fait? Le mot entrepreneur, et que les gens ne comprennent pas, c'est un mot qui est pas très utilisé, en fait. Mhm. Quel est quel est ton avis ou comment est-ce que tu prends quand est-ce que toi ça te semble cohérent que les gens ne comprennent pas, par exemple? Comment est-ce que tu leur expliquerais à quelqu'un qui ne comprendrait pas? Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, dans le monde de l'innovation, on a beaucoup de jargon, en fait. Donc, les gens qui sont pas dedans, une fois que tu es dedans, tu es hyper à l'aise et puis, limite, tu te reconnais à travers ces mots-là. Donc, c'est un peu une fierté d'être appelé intrapreneur, par exemple. Mais c'est vrai que si tu pas de ce monde-là, tu peux être rapidement perdu. Euh, Ce que je vois, c'est, moi, je trouve que ce côté intrapreneur, il est hyper essentiel dans une entreprise. Et on le voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y avait cette notion de plateforme innovation qui était hyper importante de mettre en place. C'est de dire, tu as beau avoir les plus beaux mavericks de l'innovation et puis les mettre dans un skankwork ou dans une cellule d'innovation, un lab d'innovation, 5 personnes ne remplaceront jamais 10 000 personnes qui bossent sur l'innovation, en fait. Et en termes d'impact, c'est complètement différent. Donc, si tu arrives à mettre en place un système d'incitation, une structure d'accompagnement, qui peut taper dans dans le potentiel d'innovation de tous les collaborateurs de ton entreprise, ça remplacera 100 fois les meilleures équipes d'innovation que tu peux avoir dans le monde, en fait. Et moi, j'ai une belle anecdote là-dessus quand on bossait chez Lemo, où il y a un produit que tu peux retrouver, je crois, normalement encore, qui s'appelle le Halo LED, qui est un connecteur avec un halo de LED pour des lumières, en fait. Finalement, c'était les prémices du smart connector qu'on avait développé chez Lemo. Et cette idée-là était venue de la part d'une secrétaire, en fait, au sein de l'entreprise. Et qu'on avait fait ce programme Motivation. Et cette secrétaire, c'était hyper intéressant parce que on l'a invitée à participer à des workshops, qu'elle puisse participer au programme, etc. Et on a dû beaucoup travailler avec elle pour l'amener en confiance et qu'elle puisse participer à ces workshops-là. Parce qu'elle disait, mais écoutez, moi je suis secrétaire, j'ai pas fait de diplôme d'ingénieur, j'ai pas fait de HES, ni de PF, j'ai rien à faire ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte, etc. On dit, mais c'est parfait, t'as un point de vue complètement différent, etc. Participe et tout. Et on a dû un petit peu comme ça discuter avec elle 2-3 fois avant qu'elle accepte de faire un premier pas dans un workshop, en fait. Et après 3 semaines, elle est venue dans un workshop. Et le workshop, il a duré à peu près, je crois, 2h30, 3 heures. Et au bout de 20 minutes de workshop, elle pose une question. Et elle dit, mais pourquoi on ferait pas ça? Et là, t'as tout le monde qui s'est retourné, qui l'a regardé en disant, mais putain, mais c'est génial, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est Et un- c'est comme ça que, en fait, l'idée du Halo LED, du Halo connecteur, en fait, est arrivée chez Lemo. excellent, excellent. Ouais, bah, c'est un bel exemple. Je pense qu'il Mm. n'y a rien de plus à ajouter. Euh, et pour. Ouais, je ne sais pas si on va terminer là-dessus, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rendent pas compte en fait de l'opportunité. Bah, t'as parlé on a parlé d'open innovation, du fait de collaborer avec des entreprises, et beaucoup d'entrepreneurs ben, qui pensent tout de suite au B2C et qui se rendent pas compte en fait de l'opportunité de travailler avec des entreprises, pas en direct, mais en partenariat en fait avec Mm. des entreprises. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et du coup, comme ça, quelque part, c'est pour récompenser pour les gens qui nous auront écoutés jusque-là. Quel conseil tu lui donnerais? À l'entrepreneur, Ouais, l'entrepreneur, ouais. de bien sélectionner l'entreprise avec laquelle il va travailler.
Et puis de faire des petits tests, parce qu'en fait, moi je le vois, hein, pour avoir fait plusieurs entreprises, ça peut être vraiment un enfer, ces collaborations start-up entreprise, start-up entrepreneur. Et parce qu'en fait, finalement, c'est deux mondes complètement différents avec des règles de fonctionnement différents. Il y en a un, l'entrepreneur start-up qui va chercher à prendre des risques intelligents, et l'autre entreprise qui va chercher à mitiger les risques. Et en fonction de l'entreprise avec laquelle tu peux tomber, ça peut être vraiment un puissant fond qui va être énergivore et finalement pour très peu d'avancement en fait. Et je pense que bien connaître l'entreprise, la tester sur un petit POC, etc., pour voir sa réactivité, qu'elle ne sorte pas des contrats qui font 40 pages et puis des NDA dans tous les sens, juste pour faire un POC de 2 semaines, en fait. Puis finalement, tu passes plus de temps dans le budget à remplir les papiers qu'à te faire payer ton POC que tu as fait avec eux. Je pense que c'est un premier point qui est important, quoi. En premier temps, de ne pas se lancer sur un monstre gros projet, mais plutôt un petit pour tester, voir comment ça se passe. Puis après, une fois que tu as vu que ça se passe bien, d'aller un peu plus loin avec ça. Mais cette partie sélection, elle est hyper importante. Et moi, pour avoir vécu en fait les deux côtés de la barrière, là aussi avec ce qu'on fait au sein d'ETL, c'est de dire mais comment on peut nous développer notre capacité à être un partenaire privilégié pour les startups et les entrepreneurs. Et cette capacité à être facile à travailler avec, ça, c'est un élément qui a été identifié depuis le début et qui est hyper essentiel. Merci beaucoup, Mathieu, Un grand merci à toi. Pour cette interview. Et je vous conseille à tous qui nous écoutent encore d'aller sur le site minimumviableinnovationlab.com, c'est ça? Ouais. Et de vous inscrire à cette liste pour pouvoir co-créer ce livre avec Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Yes. À bientôt. Merci à toi. Ciao.